Bonjour à tous. Sans plus tarder, on va reprendre sur la session 2. J'ai déjà partagé le lien qui permet de télécharger le modèle financier. J'espère que vous l'avez tous reçu. Vous avez à disposition le support sur lequel va se baser une partie de la présentation qui va suivre. D'ici 1 heure et demie ou 2 heures à peu près, nous allons passer à une petite étude de cas. L'objectif au début de cette session, c'est que je puisse vous montrer le modèle et vous détailler comment l'utiliser. Le document que vous voyez là sur votre écran, c'est le modèle financier que je vous ai envoyé. Par exemple, ici, on a l'onglet, la feuille guide d'utilisation. Je vais juste passer rapidement sur les différentes feuilles ou onglets. Onglet avertissement. C'est ce modèle que vous pouvez, après avoir téléchargé ce modèle, donc ici, on dit que ce modèle représente un template qu'on a mis en place et que vous pourrez utiliser à votre guise lorsque vous préparez un modèle financier. Okay. Lorsque vous préparez un modèle financier ou lorsque vous voulez auditer un autre modèle présenté par un producteur indépendant d'électricité, IPP. Il est composé de 4 feuilles de calcul. Comme vous pouvez le voir ici, on a des feuilles noires, là, et je crois aussi. Oui, on a aussi les feuilles noires sur données graphiques, les feuilles contrôle et valeur fixe. Voilà, les feuilles de contrôle et valeur fixe qui sont noires. Ensuite, quand je parlais de boîte noire dans la vidéo 2 de cette formation, ces feuilles jaunes représentent effectivement les différentes boîtes noires dont je parlais. Elles sont visibles normalement. Vous n'aurez pas de modifications à apporter à ces feuilles. Tout changement que vous aurez à apporter peuvent être apportés directement sur les feuilles d'hypothèse. Les feuilles de calcul sont visibles pour que vous puissiez voir comment ce modèle tourne et si vous avez besoin d'informations, de vous y référer. Ensuite, on a les feuilles rouges. Voilà. Ensuite, on a les feuilles rouges qui sont les plus importantes lorsqu'il s'agit de rapporter ce modèle-là à des participants extérieurs. Elles vont fournir toute information pertinente d'un utilisateur ou n'importe quel acteur ou partie prenante peut avoir lorsqu'il a accès à ce modèle financier. On aura un tableau de bord ou dashboard qui va détailler, qui va détailler les différentes informations clés du modèle et une feuille état financier. Voir la vidéo 1 de cette formation sur YouTube où on donne beaucoup plus d'informations détaillées sur ce que sont les 3 états financiers. Enfin, les feuilles noires, ici, l'avertissement et le guide, qui sont considérés comme non seulement ceux-ci, mais on vient ici une feuille avec les avertissements. Une autre feuille, guide d'utilisation.
une feuille où on va calculer les différents contrôles du modèle pour s'assurer que telle ou telle autre chose tourne bien. Donc là, c'est la feuille contrôle. Donc, voilà. Donc ici, on a la feuille contrôle du modèle pour s'assurer que telle ou telle chose tourne bien. C'est un peu le back-office du modèle, si je peux le dire comme ça. Vous n'aurez pas, a priori, de modifications à apporter aux feuilles, à moins que vous vouliez ajouter une nouvelle technologie d'énergie renouvelable dans la liste des technologies traitées par ce modèle. Donc, là, c'est à ce niveau-là. Vous constatez qu'au niveau des technologies traitées par ce modèle, il y a le mini hydro, solaire, PV, éolienne, CSP. Donc, si on veut ajouter, par exemple, la biomasse, il faudra faire certaines modifications. Mais comme la biomasse, c'est une technologie très complexe, donc pour ne pas vous surcharger avec trop d'informations à donner, on traitera le modèle intégrant la biomasse un peu plus tard. Donc, ce modèle, vous constaterez que dans ce modèle, la technologie biomasse n'est pas prise en charge. Nous vous montrerons comment le faire avec la technologie biomasse plus tard dans une autre formation, car les feuilles jaunes et bleues seront également modifiées par le traitement de cette technologie, car le traitement de cette technologie est un peu complexe. Ce modèle financier prend en charge les technologies dont je viens de souligner. Il ne prend pas en charge également les CRIA, c'est le contrat de réalisation des infrastructures associées à la centrale, de telle sorte à pouvoir connecter la centrale de production au réseau interconnecté. Donc, CRIAC, c'est, comme je le disais, c'est le contrat de réalisation des infrastructures associées à la centrale. Et donc, normalement, pour éviter des soucis, les autorités concédantes des différents pays ou les comités en charge de valider les projets de IPP, des producteurs indépendants, on demande souvent que le modèle financier soit séparé en deux. Un modèle financier pour le CRIAC et puis un autre modèle financier uniquement pour la centrale. Là, les choses sont claires, les différents tarifs sont facilement comparables entre différentes, pour différents IPP. Par exemple, un IPP où il n'y a pas une grande, des CAPEX importants à mobiliser pour le CRIAC, et puis, ou bien même que l'État a décidé elle-même de se charger des CRIAC. Donc, vous voyez que la comparaison serait difficile si on associait les deux en même temps dans un même modèle financier, CRIAC et puis la centrale solaire. Cependant, quand nous traiterons plus tard les modèles financiers des technologies non prises en charge, technologies renouvelables non prises en charge dans ce modèle tel que la biomasse, nous traiterons alors le sujet du CRIAC et créerons un modèle tenant compte des CRIAC, aussi bien pour la biomasse que pour les autres technologies solaires, hydro, éoliennes, etc. Nous ferons la formation de la modélisation financière qui intègre donc le client plus tard. Voici donc pour la structure, voici pour la structure, donc euh, quatre types de feuilles principalement. Ensuite, je vais aller plus en détail sur les différentes cellules et comment vous pouvez comprendre l'utilisation de ce modèle. Donc, allons-y au niveau structure, allons maintenant au niveau de le guide d'utilisation. Sur cette feuille de guide d'utilisation, on détaille tout ce qui est bloc de calcul. Donc, je vais plus haut.
en détail ce qui est bloc de calcul. Comment est-ce qu'on les identifie, mais aussi les types de cellules. Je vais commencer donc par les blocs de calcul. Chaque feuille va contenir différents blocs qui seront séparés par des groupes ou des sous-groupes selon une certaine légende. Cette légende, elle est décrite en bleu. On aura les sections principales. Donc, c'est ici. Donc, la légende en bleu dans les sections principales. En gris foncé, en gris foncé, les sous-sections et en gris clair, hein, en gris, en gris foncé, les sous-sections et en gris clair, les mini-sections. Pour vous donner un exemple, je vais sur la feuille construction. Vous voyez ici que ici en haut de la feuille, vous allez avoir accès à des boutons qui vous permettent, ici en haut de la feuille, vous allez avoir accès à des boutons qui vous permettent de cacher ou de masquer, de démasquer ou de rendre visible ces différents blocs. Plus le chiffre sur lequel je clique est élevé, moins de lignes sont cachées. Par exemple, si je clique sur 1, bon, attends, supposons qu'on soit ici. Alors, si je clique sur 1, ça correspond au maximum de lignes que je peux cacher. Là, en l'occurrence, en cliquant sur 1, les seules lignes que je vois, c'est celles que j'ai appelées les blocs de section principale, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous voyez que c'est en bleu, les blocs de section principale. En cliquant sur 2, en cliquant sur 2, on va commencer à dérouler et à rendre visible un certain nombre de lignes. Et là, on va non seulement voir les blocs de section principales détaillés, mais également les différentes lignes qui sont sous les sections principales. Et là, vous voyez qu'on a les sous-sections qui apparaissent, puisque c'est des gris foncés qui sont là. On a non seulement les, les sections principales, mais les sous-sections. Mais on ne voit rien d'autre avec le 2. C'est-à-dire les blocs de sous-sections. En descendant à la fin de la feuille, en descendant, euh, en descendant à la fin de la feuille, par exemple, sur la partie source de financement, on a ces calculs, mais la plupart des sections principales ont des sous-sections. Si je me rends au niveau des dettes seniors, le dernier bouton sur lequel je peux cliquer, c'est le bouton 4. Donc, si je clique ici, sur le bouton 4, ah non, excusez-moi, je crois que je me suis trompé, je reviens. J'étais ici. En cliquant sur le 3, je vais dévoiler les sous-sections. Je vais donc rendre visibles les lignes qui sont sous ces sous-sections. Voici un peu à quoi ça ressemble. On voit les différents calculs des sous-sections. Maintenant, si je me rends au niveau de, si je me rends au niveau des dettes seniors et que je clique sur le bouton 4, il permettra de rendre visibles les lignes qui sont sous les mini-sections. Vous voyez ici, on a les mini-sections et on voit toutes les lignes qui sont au-dessus des mini-sections.
Ça, c'était un point rapide sur les différents styles de section et les différents styles de groupage de lignes qu'on peut avoir. Ensuite, les différents styles ou types de cellules auxquelles vous aurez accès. D'abord, dans les feuilles calcul, on a 4 types de feuilles de calcul. Feuilles qui contiennent une information supplémentaire sur le modèle, hypothèse, seule feuille pouvant être modifiée, calcul non modifiable et puis résultat du modèle. Ensuite, on a 17 types de styles de cellules, mais je vais me focaliser sur un certain nombre de styles de cellules que je considère comme les plus importants, notamment au vote, au vote exercice d'appropriation du modèle et des tests des différentes hypothèses et des différents projets. Donc, les quelques cellules sur lesquelles on a 17 types de styles de cellules. Mais je vais me focaliser sur un certain nombre de styles de cellules que je considère comme les plus importants. Comme pour votre, les quelques cellules sur lesquelles je vais me focaliser, ce sont les cellules scénarios qui sont en jaune. Vous voyez ici, cellules scénarios qui sont en jaune. Il n'y a qu'une en réalité. Il est sur le tableau de bord. Voilà, qu'une en réalité, il est sur le tableau de bord. Il permet de choisir dans quel scénario nous sommes sur ce modèle. Et plus important encore est celle que vous verrez le plus et que vous modifierez le plus. Les seules d'ailleurs que vous aurez à modifier normalement, ce sont les cellules hypothèses. Voilà, voilà ici. Vous voyez, sur un fond gris clair, les cellules hypothèses. Donc, on les voit ici, partout, vous les voyez, avec une police bleue. Donc ça, c'est les cellules hypothèses. Ensuite, on revient au guide d'utilisation. Ensuite, on a une cellule unitaire, unité, une cellule unitaire avec une écriture en italique sur fond blanc et police grise. Ici, quelque part ici, là, voilà ici, qui gère les unités. On enseigne, par exemple, la dégradation annuelle de nos panneaux solaires. Dire ici que l'information est tirée de la fiche technique de l'EPC ou que vous avez tiré des sites Internet. L'idée, c'est que vous puissiez renseigner au niveau des cellules sources pour que quiconque ouvre le modèle financier puisse savoir d'où viennent ces différentes hypothèses. Ensuite, on a les en-têtes, ça concerne les différents tableaux. Bon, donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce. Je vais directement passer aux cellules totales. Donc, euh, vous les verrez en général sur la première colonne avant les calculs de chaque période. Ouais, pratiquement ici, là, sur la colonne H et les différentes périodes. Par exemple, ici, c'est par mois, donc les différentes périodes sont là. OK.
Donc, les différentes périodes sont là, c'est par an, pardon. Ici, c'est par an, donc les différentes périodes sont là. Donc, vous voyez ici que ici, cette cellule récupère la somme de toutes les périodes d'une ligne. Par exemple, ici, la somme des chiffres d'affaires de chaque période. Donc, pratiquement, euh, sur la durée de vie du projet, puisque vous voyez ici, il va faire la somme de tout ça. Par exemple, si je me mets ici et que je clique deux fois, vous voyez que il va jusqu'à 2030. OK? Donc, effectivement, il fait la somme de toutes les périodes du modèle financier. Dernier point sur lequel je voulais revenir, cela va être les cellules non actives, simplement parce que sur la partie hypothèse simplifiée, on a quelques cellules qui utilisent ce style. Donc, si je viens là, que, supposons ici, attendez, je vais sur, je ferme tout ça, et puis je vais sur le truc financier. Ici, j'ai mis le stockage n'est pas inclus. OK? Donc, si je ferme ça et que je vais à la ligne euh, centrale, comme le stockage n'est pas inclus, vous verrez que c'est grisé ici, cette partie, à cause du fait que le stockage n'est pas. Mais si je mets que le stockage est exclu, il me faudrait que cette partie-là soit affichée. Il faudrait que cette partie soit affichée de telle sorte que je puisse rentrer les données. On le verra lorsqu'on on commencera à faire les saisies de données. Je reviens rapidement sur les cellules hypothèses. En réalité, ce sont celles-là que vous modifierez le plus. Si on doit, si on doit en sélectionner deux ou trois, je dirais que ce sont les trois principales cellules qui se suivent. Donc, revenons ici, là, vous voyez ici. Voilà, donc vous voyez dans le il y a scénario, il y a hypothèse, il y a unité. Donc voilà véritablement les cellules principales les trois cellules principales du modèle financier que vous avez devant. Donc, à savoir les cellules type hypothèse, les cellules type unité et les cellules type source. Les cellules type hypothèse, les cellules type unité et les cellules type source, puisque la cellule scénario, il n'y a qu'une seule cellule dans tout le modèle. Voilà pour ce qui est des instructions du modèle et guide d'utilisation. Sans plus tarder, je vais passer sur les fonctionnalités du modèle. On va commencer par la feuille hypothèse, qui sera celle sur laquelle vous aurez le plus de modifications à apporter. Toutes les modifications devront être apportées sur cette feuille. Comment est-ce qu'on vient à modifier cette feuille? Comment on en vient à s'approprier cette feuille? Elle est divisée en un certain nombre de sections principales. Donc, je vais mettre là. Voilà. Donc, on a les informations générales et du calendrier du projet. Donc, elle est divisée en un certain nombre
section principale, les informations générales et le calendrier et, et- et le calendrier du projet, les éléments macro, j'irai étape par étape et section par section pour vous présenter les différentes hypothèses et comment elles sont renseignées. Vous me verrez de temps en temps switcher entre la feuille hypothèse simplifiée et la feuille hypothèse, c'est-à-dire entre celle-là et celle-là. Tout simplement, c'est que sur la feuille hypothèse simplifiée, on a réduit un peu le spectre d'hypothèses potentielles pour que la présentation soit le plus light possible. Mais du coup, parfois, je passerai sur la feuille hypothèse parce que ce que certaines fonctionnalités ne, parce que certaines fonctionnalités ne sont pas renseignées sur la feuille hypothèse simplifiée. Soit, donc j'ai dit, là, vous verrez de temps en temps, vous me verrez de temps en temps switcher entre la feuille hypothèse simplifiée et la feuille hypothèse. Tout simplement, c'est parce que sur la feuille hypothèse simplifiée, on a réduit un peu le spectre d'hypothèses potentielles pour que la présentation soit le plus light ou bien la plus light possible. Mais du coup, parfois, je passerai sur la feuille hypothèse parce que certaines fonctionnalités ne sont pas renseignées sur la feuille hypothèse simplifiée. Premièrement, sur la feuille hypothèse, elle commence par deux cellules vertes. Alors, sur la feuille hypothèse, elle commence par deux cellules vertes. Vous voyez ici, qui sont en réalité des cellules de contrôle. Elles vont indiquer à l'utilisateur deux choses. La première, c'est de savoir si les hypothèses qu'on a renseignées ou l'utilisation de la macro du modèle fonctionne correctement. Et la deuxième, c'est de savoir si le bilan sur la feuille d'état financier est à l'équilibre. Ces cellules-là vont indiquer soit un OK, soit un non qui sera rouge. Je vais faire une petite modification qui devrait entraîner le passage de OK vers un non. Supprimons par exemple la capacité nominale de la centrale dans la feuille hypothèse. Donc, je mets ici, maintenant, là, et là, je supprime la capacité. Vous voyez que on me demande de lancer la macro parce que on s'aperçoit qu'il y a une erreur. Du coup, sur la première cellule de contrôle, on passe sur du rouge. Ça nous indique que la macro ne fonctionne pas ou qu'on doit lancer la macro. Donc voilà, certaines hypothèses que vous modifiez pourront potentiellement vous indiquer qu'il y a un souci ou un problème. La solution sera alors soit de relancer la macro, soit qu'il y a un problème au niveau des hypothèses qu'il faut corriger. Donc là, je reviens en arrière. OK? Ensuite, un autre indicateur, ce sera aussi au niveau du total des passifs. Donc, supposons que nous allions à l'état financier. L'état financier, je vais à la ligne 58. Donc, bilan, ligne 58. Et par exemple, pour la période, pour l'année 2022, je, je supprime le total des actifs de la ligne 58. Par exemple, si je mets le total des passifs, si je supprime le total des passifs de la ligne 52, car 58, 52, c'est-à-dire février
le mois de février 2022. Donc, je supprime ici. Le second bouton, donc je remonte. Je viens à hypothèse. Vous voyez que le second bouton de contrôle de la feuille hypothèse va m'indiquer qu'il y a une erreur et que le bilan n'est pas équilibré. J'annule donc, vous voyez qu'il y a deux grandes possibilités pour que il y ait des soucis dans le modèle. Donc, ces boutons nous permettent de corriger les erreurs qui se sont introduites, de nous aider à corriger les erreurs que nous avons introduites dans le modèle. Et revenons maintenant sur la feuille hypothèse simplifiée. Et je vais parcourir la feuille section par section et vous présenter quelles sont les informations qui sont attendues au niveau des différentes sections qui seront devant vous dans la préparation de ce modèle. La première section qu'on va discuter, c'est tout ce qui est information générale et calendrier du projet. Il y aura deux choses à renseigner. Donc, on vient ici. Il y aura deux choses à renseigner. La première, ce sont les boutons de paramétrage du projet. Quelle est la devise du projet? Quelle est la devise du projet? Est-ce qu'on regarde un modèle en euros ou en francs CFA ou d'autres qu'on peut créer? Je reviendrai pour montrer comment est-ce qu'on peut en faire pour mettre à jour cette liste déroulante des devises potentielles. On peut définir si c'est un modèle qui va inclure du stockage ou non. Voilà. Ici, c'est à ce niveau qu'on saisit si le modèle inclut du stockage ou non. On a des modèles qui concernent le stockage qu'on peut désactiver ou activer. Ensuite, il y a des informations plutôt générales sur le projet. Quel est le nom du projet? C'est ici. Qui est le promoteur? Quelle est la technologie du projet? Donc, je peux entrer le, le nom du projet, par exemple, IPP 1. Le nom du promoteur, la technologie. J'ai le choix entre mini hydro, solaire, éolienne, CSP. Voilà pour l'instant quelques paramètres généraux des informations générales. Ensuite, on va définir le calendrier. On va d'abord définir la date de début du modèle. Pour cela, on a besoin de préciser dans la cellule appropriée G21, cette cellule de la feuille hypothèse simplifiée, et pour des raisons d'utilisation de Microsoft Excel, de renseigner la date correspondant à un jour avant le début du modèle. Donc ici, le 31 décembre 2020, parce que pour nous, le modèle devrait commencer le 1er janvier 2021.
Donc, il faut qu'on mette le jour d'avant. Ensuite, on a un calendrier qui est subdivisé en 3 phases. La phase développement, la phase construction et la phase exploitation. Quand est-ce que ces phases commencent déjà dépend du jour de début du modèle et nous, on va définir la durée de ces différentes phases. En l'occurrence, on a décidé que la phase de développement va durer 12 mois. Ça, vous voyez que je peux écrire, hein, c'est moi qui écris, je peux mettre 14 ici, je peux mettre 14 ici. Tout se modifie, OK? En fonction de ce que j'écris. Donc, je reviens à ce que j'avais. Donc, on a décidé que le développement se ferait en 12 mois, la phase de construction 12 mois, qui est pratiquement la phase de construction des systèmes solaires, des centrales solaires. Et ensuite, on part sur une exploitation de 25 ans. Donc, vous voyez que tout ça, c'est modifiable, c'est à notre guise, suivant le projet que nous avons. Tout est modulaire. Ici, on peut modifier, on peut mettre 14 mois pour le développement, 15 mois pour le développement, etc. Ou bien construction, 7 mois, 8 mois, 10 mois, je sais pas moi, ou bien 14 mois, etc. Et automatiquement, Excel fera les modifications. Le développement partira alors, si par exemple, je mets 14 mois ici, ok, je mets 14 mois, le développement partira alors du 1er janvier au 28 février 2022 et la construction démarrera alors le 1er mars 2022. Je reviens à là où j'étais. OK. Voici pour cette section assez simple qui concerne vraiment les informations générales et tout ce qui est timing, calendrier du projet. Je referme et je vais partir sur les éléments macro du modèle. Donc ici, je referme, voilà, je fais sur le 1 et je vais maintenant en inter pour pouvoir et tous sont là. Je viens maintenant aux éléments macro du modèle. C'est sur cette section qu'on va établir tous les indicateurs clés indépendants du projet et qui sont dans la macroéconomie. Par indicateur clé, on entend 3 points principaux. Quels sont les taux d'intérêt de base qu'on va regarder? Quels sont les taux d'inflation qui sont potentiellement à prendre en compte dans le projet? Et quels sont les taux d'échange selon les différentes monnaies ou currencies qu'on va utiliser dans le modèle, dans ce modèle. Sur le taux d'intérêt, l'idée ici, c'est de définir un taux d'intérêt de base. Un taux d'intérêt de base. Ici, c'était le LIBOR. Maintenant, c'est le SOFR. SOFR. Donc, je viens et je choisis maintenant SOFR. Ce que je viens de faire là, c'est parce que je sais que ouais, je sais que sur votre data ici, vous voyez, je viens ici, data validation. Hein, attendez, si j'amène la feuille, vous voyez que la liste en question, c'est la cellule C36 à C39. Donc, vous voyez C36 ici, C36 à C39. Donc, en modifiant ici, ça me permet donc de pouvoir choisir SOFR. Qu'est-ce qu'ici réfère? Si, sur le taux d'intérêt, l'idée ici est de définir
un taux d'intérêt de base auquel sera ajouté une certaine marge de certains prêts de financement de la part des banques. Un taux de base assez classique est le SOFR, anciennement le LIBOR, où on peut définir les taux d'intérêt qui sont en monnaie locale, qui sont ces bases. Euh, pour avoir différentes informations sur le SOFR et les LIBOR, je vous enverrai des fichiers Word qui vous permettront de connaître le lien et pouvoir vous rendre sur ces différents sites-là. Pour savoir un peu à quoi ça sert. Ou bien vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour poser des questions à Chat GPT. Et vous aurez beaucoup plus de détails sur un certain nombre d'informations que je vous donne ici si vous voulez aller en plus en profondeur. On définit également dans cette section quels seront les taux de base pour les intérêts perçus qui est de l'argent réservé en banque par le promoteur. On a la possibilité de, d'en renseigner un certain nombre jusqu'à 3. Et à chaque fois, vous pouvez déterminer sur une durée donnée quel sera le niveau de ces taux d'intérêt de base. Donc, vous voyez ici, on avait le SOFR, on peut définir un autre 2% qui est là. On peut définir un autre encore 3% qui est là. Okay. Donc, en fonction de ce à quoi je me réfère, si je vais choisir celui-là, c'est plutôt le 2% qui va s'appliquer. Alors, pour le moment, c'est le SOFR. Donc, c'est cette ligne qui sera prise en compte. Avant 2021, on a mis que c'était 1%. Et puis, 2021, etc., 2025, dans la réalité, les taux sont un peu plus élevés que ceux-là. Par exemple, si on, on regarde si on, que, comment, que transmet chaque jour le site à New York du SOFR, et Libor, il était basé à Londres, mais comme les déclarations, il était basé sur les déclarations des banques, c'était un peu trop subjectif. C'est pour ça que le SOFR est venu, parce qu'il est basé sur des transactions réelles. L'idée étant qu'on puisse jouer sur la modification potentielle de ces taux sur la période de la durée de vie du projet. Pour passer sur la partie, en passant sur la partie concernant le taux d'indexation, c'est à peu près la même chose. On a la possibilité d'ajouter 4 types d'indices de prix. Ça peut être un IPC en euros, un IPC dans le pays qu'on regarde, c'est-à-dire un indice, une, un indice de prix à la consommation en euros, un indice de prix à la production en euros, un indice de prix à la consommation en monnaie locale et puis un indice de prix à la production en monnaie locale. Donc, c'est sur quoi votre, votre modèle financier est basé. Par exemple, pour celui-ci, on a pris un IPC en euros et donc avant 2021, le taux d'inflation était à 2,8, ensuite 2022, 2021, 2,5, etc., etc., etc. Non? Et on peut définir dès ce moment-là quel sera le profil d'indexation des flux de trésorerie réels dans le projet. De la même manière, on a un modèle financier qui est projeté sur un certain nombre d'années, flux de trésorerie. L'idée ici, c'est de pouvoir renseigner, jouer avec l'évolution de l'inflation dans la. Exemple concret, en 2020, l'inflation était assez élevée dans le monde entier, par exemple.
Prendre 2,5 pour 2021, c'est avéré loin de la réalité. On aurait pu prévoir 4% et c'est dit qu'avec le temps, d'ici 2025, on pourrait descendre à du 2 et 2,5%. Et cela nous permettrait de refléter la réalité macroéconomique actuelle, mais également d'avoir quelques hypothèses sur l'évolution macroéconomique sur les années qui viennent. Même type de regard sur le taux d'échange. On est conscient que potentiellement, ce qui peut être intéressant, c'est de juste regarder l'euro et le franc CFA d'un côté. Cette sélection peut être faite dans la section devises du modèle G10. Ah oui, ici qu'on prend l'information. Okay? Donc, je reviens, on était dans la section macro. Je vais passer sur des aspects plus techniques liés à la production d'électricité. Ici, je ferme donc là. Et je viens à centrale de production d'électricité. Dans cette section, sur les données de production, on va définir toutes les hypothèses conduisant au calcul du niveau de production et de vente de la centrale, divisée en deux parties, la partie génération et la partie stockage. Donc ici, on a la partie génération et puis on a la partie stockage. Là-haut, on a dit qu'il n'y avait pas de stockage, donc cette partie est grisée. Le stockage, on le définit dans la partie les informations et calendrier de projet. On choisit oui ou non si on veut intégrer le stockage. Mais on va d'abord parler de la partie génération. Les informations assez classiques des capacités de la centrale. Quel est le facteur de capacité de cette centrale? On voit ici que, par exemple, dans cet exemple, on a 17,84. Il dépend un peu de panneaux solaires et de système de suivi qui est le système de suivi solaire qui est mis en place. Est-ce que c'est à mono-axe ou à double axe? Ensuite, au niveau sur la P-value, quand c'est à double axe, enfin c'est suivi solaire et que c'est à un axe, en fait, la production d'énergie solaire peut s'accroître d'à peu près 20%. Et quand c'est à double axe, c'est 5% en plus. Donc, souvent, euh, ce qui est, ce qui est choisi par les développeurs, c'est plutôt à un axe, ils veulent augmenter la puissance, en fait, la production, et non deux axes, puisque l'investissement complémentaire ne, euh, quand on regarde la production générée, n'est pas du tout avantageux pour le développeur et l'investisseur. Toutes ces informations, en général, viendront de l'EPC ou du développeur. Ce sont juste les caractéristiques techniques de la centrale. On va définir les informations sur la disponibilité du... Mais je voudrais dire quand même quelque chose. Ne vous en faites pas sur ces informations techniques qu'on porte ici au niveau de la production, le facteur. On vous montrera comment les calculer. On fera à partir de lundi, je crois, du 20, du 21
au 25, on passera en revue tous les projets énergétiques, que ce soit au niveau des off-grid, les pompes d'irrigation, etc., etc., etc. On va comparer les résultats des modèles que j'ai développés sous Microsoft Excel à des logiciels tels que PV6, Homer Pro des États-Unis, PV6 qui est, qui est, une- qui est un logiciel de, de la Suisse, hein, des écoles polytechniques de Suisse, etc., etc., etc. On va définir des informations sur la disponibilité du réseau, les pannes moyennes, les pertes potentielles sur le transport d'électricité au niveau des auxiliaires. Donc, c'est toute cette partie. Ici, on a parlé d'indisponibilité au lieu de disponibilité. Donc, ici, on a mis par exemple 1%. Si on avait dit disponibilité du réseau, on mettrait 99%. Donc, ça dépend comment, sur quel, avec quel œil vous regardez les choses. Puis en fonction de ça, les pannes moyennes et puis les pertes auxiliaires, véritablement, ceux-là, quand on va faire le cas de la biomasse, c'est tellement, c'est classé, ça, il est comme le cas des turbines à gaz et autres. Donc, vraiment, il est renouvelable, c'est la grande qualité de la biomasse, mais dans son principe de fonctionnement et autres, il est similaire aux centrales à gaz. Donc, véritablement, ces parties-là sont beaucoup plus développées et on verra en détail, vous allez voir la puissance du modèle financier qu'on va partager avec vous à ce moment-là. Et puis là, on a le total des pertes. Ensuite, on aura les informations sur la dégradation. Quand vous regardez les fiches techniques des différents constructeurs, vous verrez que la dégradation de la première année est différente de la dégradation de toutes les autres années jusqu'à pratiquement à 25 ans. Si vous allez aussi dans PV6, il y a un endroit où on vous permet de rentrer, de dire quelle est la dégradation de l'année 1 et puis ensuite la dégradation des autres années. Et également les informations sur la saisonnalité. Donc, on descend ici, là, au niveau de la production. Les informations sur la saisonnalité de la production qui peuvent être fournies par plusieurs sources, Solaris, NASA, PV6, Homer Pro. Pour la NASA, c'est gratuit, ok? Donc, on n'a pas à payer quoi que ce soit. Et même Solaris, une partie des données, on peut l'avoir puisque la Banque mondiale, on vous donnera le lien. La Banque mondiale, en association avec Solaris, permet d'avoir des données très fiables sur euh, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, que ce soit la NASA, PV6, Homer Pro, Solaris, vous pouvez avoir les informations, sauf que PV6 et Homer sont payants. Mais on vous montrera comment faire pour avoir accès à toutes les informations en prenant en compte uniquement la, les coordonnées GPS du lieu que vous avez décidé, vous avez décidé de regarder. Maintenant, dévoiler la partie stockage. Donc, je remonte plus haut. Donc, je fais ça ici. Je vais, je vais plus haut. Au niveau information. Et là, je fais oui. Je retourne
à la centrale de production. Et là, je crois que voilà, toutes les données de stockage apparaissent. Je viens de dévoiler donc la partie stockage. L'idée est plus ou moins la même. Ce sont des informations techniques de base du système de stockage de batteries qui est inclus dans le projet. On définit la puissance, l'énergie. Bon, je crois qu'il y a une petite, un petit problème ici. Bon, c'est des trucs, c'est plutôt énergie en haut et puis puissance en bas. Je vais corriger ça. Donc, la, la puissance, l'énergie, mais de toute façon, c'est corrigé dans les, les fichiers, les modèles définitifs que vous aurez. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, on définit les différents CAPES. On définit les différents CAPES de remplacement de ces batteries. À quelle échéance il faut les remplacer? Calendrier de remplacement, donc 15 ans, par exemple, ici. On va inclure également tout ce qui est information sur les flux de trésorerie de projets qui vont aller abonder un compte de réserve de maintenance ou un compte de... On, on va inclure tout ce qui est information. Donc ici, on va inclure également tout ce qui est information sur le flux de trésorerie du projet qui vont aller abonder un compte de réserve de maintenance ou un compte de réserve pour le remplacement des batteries. Toutes ces informations qui au final sont assez générales pour l'utilisation de la batterie devront être renseignées ici et vont nous permettre derrière de déterminer le chiffre d'affaires ou le revenu, le flux entrant tout simplement qu'on peut générer à partir de ces batteries-là. Je vais donc enlever maintenant le stockage. Je retourne. Voilà. Voilà donc pour la section centrale et production d'électricité. Ensuite, une fois qu'on sait quelle est la quantité d'électricité que notre centrale peut produire, on va tout simplement multiplier ce chiffre-là par le tarif pour déterminer le chiffre d'affaires par période. À ce niveau-là, on peut définir une devise pour le tarif. Euro dans ce cas de figure. Là, en l'occurrence, dans le modèle, on a deux types de devises, soit l'euro, soit le franc CFA. OK? Avec l'idée avec cette hypothèse, c'est de permettre à l'utilisateur de créer un modèle dans une devise donnée, mais à partir d'hypothèses différentes et surtout voir l'impact du taux d'échange sur la devise qui nous intéresse. Je m'explique. Supposons qu'aujourd'hui, on a un développeur européen
qui veut s'installer au Ghana, par exemple, et que le tarif de l'électricité, au lieu d'être négocié en euros, est négocié en dollars, par exemple. Ce développeur a besoin de prendre en compte ce tarif en dollars, mais aussi de voir l'impact du taux d'échange euro-dollar sur le revenu qu'il va pouvoir générer dans ce projet. On essaie vraiment d'être très modulaire dans ce modèle, dans ce template, pour permettre à n'importe quel utilisateur de jouer avec les différentes devises, de jouer avec les différents paramètres et de voir l'impact sur la viabilité du projet. Ici, le tarif n'est pas défini en kilowattheure, mais plutôt en mégawattheure. On regarde un projet avec un tarif de 128 euros au mégawattheure, soit 0,128 euros par kilowattheure ou 18,8 centimes au kilowattheure, euros au kilowattheure. Ensuite, on a le profil d'indexation. Donc ici, c'était le 128. Le profil d'indexation tarifaire qui sera utilisé pour appliquer l'effet de l'inflation. Ici, on l'a pas mis. Donc, si dans le modèle, il n'est pas mis, ça signifie qu'au moment que dans le contrat, le PPA, il y aura, il y a un annexe qui va parler de quand, à quel moment et quelles seront les conditions à remplir pour qu'il y ait une discussion sur la modification du tarif. Quel sera l'indice des prix qui sera utilisé pour appliquer l'effet de l'inflation? Ensuite, on peut définir si la totalité du tarif ou juste une portion du tarif sera indexée sur l'inflation. Donc, c'est à ce niveau-là. On définit la date de référence, la date à laquelle l'indexation, l'escalation par l'inflation commencera. On définit aussi à quel mois le tarif sera recalculé sur la base de l'inflation. Ensuite, on a quelques informations qui, elles, concernent plutôt le BFR, besoin de fonds de roulement. Délai de réception de paiement, calcul, un peu de délai de réception de paiement. Quel est le délai de réception des paiements et ensuite tout ce qui est impôts et taxes. Est-ce qu'on s'attend à ce que les développeurs collectent la TVA sur les différentes recettes réalisées par le projet? De la même manière, on a une section ici sur la redevance de stockage. Pour voir cette partie, se rendre sur la feuille hypothèse et sélectionner la section chiffre d'affaires. Donc là, on répare, on se met ici, cette partie, et là, je, je remonte et j'ai dit que j'inclus le stockage, oui, je reviens là à chiffre d'affaires et là, maintenant, je vois les données de stockage. Voilà, les données de stockage. On définit ici ou non s'il y a redevance de stockage, donc une redevance de stockage, oui ou non. Quel est le niveau en mégawatts? Quel est le profil d'indexation? Il n'y a aucun. La date de référence. Quelle est la date de référence et quelle est la fréquence de calcul de ce tarif sur la base de la référence choisie?
date de référence. Et là, on peut choisir soit mensuel, journalier, hebdomadaire, annuel. Ici, c'est mensuel qui a été choisi. Une fois qu'on a renseigné ça, on connaît quelles sont les recettes du projet période par période. Ensuite, il y a une section sur les coûts de développement du projet qui sont là. Mais pour plus de visibilité, on va refermer cette partie et puis venir ici. Ces coûts vont comprendre en réalité un certain nombre de dépenses préalables à la construction du projet et qui sont nécessaires avant la clôture effective du projet. Clôture financière ou avant le début de la construction de la centrale. Quelques exemples ici. Les services de conseil, ouais, les services de conseil, développement d'un système de batterie, les différentes études géotechniques, les études d'impact, négociation de PPA, les frais légaux, etc. Toutes ces différents coûts, le promoteur va devoir les prendre en compte avant la phase de construction et potentiellement chercher les financements pour y faire face. En général, du coup, ça peut être les subventions, ça peut être des apports en capitaux propres, et tous ces coûts, il faut qu'on les prenne en compte parce qu'ils font partie des aspects clés pour déterminer la viabilité du projet. Si on a trop dépensé en phase de développement et que derrière, on ne vend pas assez ou que le tarif n'est pas assez élevé, on a directement un impact sur la viabilité du projet et sur les retours potentiels. On peut également définir le calcul de la prime de développement du projet et ensuite renseigner toutes les subventions que le projet a pu mobiliser pendant cette phase de développement. Donc, on descend ici. Voilà, quand on veut rentrer des coûts de développement, des subventions qui vont aider aux coûts de développement, qui vont aider à supporter les coûts de développement, c'est ici qu'on les rentre. Mais si éventuellement on veut plutôt des subventions qui, qui, qui vont plutôt, où il s'agira en fait d'aider globalement le projet. Par exemple, l'État veut apporter des subventions ou bien le gouvernement américain ou bien l'Union européenne veut apporter des subventions qui n'ont pas dans la phase de développement des projets, mais plutôt euh, du projet en général. Donc, ça dit partie construction et, et exploitation, alors on pourrait le mettre comme une dette à taux zéro dans la partie financement que nous verrons plus tard. Si on a trop dépensé en phase de développement et que derrière on ne vend pas assez ou que le tarif n'est pas assez élevé, on a directement un impact sur la viabilité du projet et sur les retours potentiels. On peut également définir le calcul de la prime de développement du projet et ensuite renseigner toutes les subventions que le projet a pu mobiliser pendant cette phase de développement. Ces subventions font rentrer un peu comme des recettes dans le projet avant la construction et permettent de réduire le risque et d'améliorer les rendements et les retours potentiels sur le projet. Voilà pour les coûts de développement. Ensuite, on passe sur les CAPEX.
Donc ici, je ferme celui-là, comme ça, et puis je passe donc au CAPES. Tout ce qui est dépenses d'investissement. Les CAPES, donc, c'est tout ce qui est dépenses d'investissement dans le projet. Cette section permet à l'utilisateur de détailler quelles sont les dépenses d'investissement et pour chaque ligne d'actifs, définir quel sera le montant, quelle sera la devise, comment est-ce que l'amortissement est défini et quel sera le profil de dépenses de la période de construction. Ce tableau ici des CAPES est un tableau assez standard. On l'utilisera sur d'autres sections. Au niveau de la structure, ce sera utilisé dans d'autres sections. On renseigne dans la première colonne le type d'actif. Donc ici, on renseigne le type d'actif dans cette première colonne. Donc, comme je disais, on renseigne dans la première colonne des types d'actifs. Quels sont les actifs clés sur lesquels on va devoir faire d'autres dépenses? Ici, en l'occurrence, une centrale solaire, le coût du système de stockage, l'achat du terrain, les infrastructures de transport, etc. Donc ici, on a renseigné les différents actifs qui rentrent à la mise en place du projet. Dans la colonne G, on va renseigner le montant hors TVA de ces investissements-là. La même idée que je décrivais sur les tarifs avec la même idée de voir un impact des différents taux d'échange sur la viabilité du projet, on peut définir ici différents types de devises dans la colonne H. Un cas concret, imaginons qu'on achète une, une centrale solaire en Chine et qu'on soit obligé de le payer en yuan. On a envie de voir quel sera l'impact d'une dévaluation ou d'une appréciation du yuan par rapport à la monnaie qu'on regarde dans le modèle. L'idée, c'est vraiment d'être modulaire et de permettre à l'utilisateur de pouvoir tester ces différentes informations. Donc, on va définir la devise, le taux de TVA à la colonne I. Donc, la devise ici, soit en francs CFA, soit en euros, ou on peut intégrer le yuan. On vous montrera comment le faire plus tard dans les éléments un peu plus complexes, il n'y a pas de problème. Et la TVA dans la colonne I. Les frais de douane à prendre en compte dans la colonne J, frais de douane ici. Et par la suite, sur les différentes colonnes que vous voyez ici, après celle des frais de douane, et donc à partir de la colonne K, attendez que je vais jusqu'à K, jusqu'à V, correspondent aux 12 mois qu'on a définis comme étant la phase de construction. C'est ici qu'on renseigne ce qu'on appelle la courbe AS, au profil de dépenses. On va définir en pourcentage quelle part du montant total de ces différents actifs qu'on a renseignés doit être payé et quand. Ici, en l'occurrence, on estime que la centrale ou les panneaux solaires doivent être achetés, payés à 100% le 1er janvier 2022. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ouais, 1er janvier 2022. Pratiquement, on considère que toutes les charges, tous les actifs devront être achetés le 1er janvier 2022. En général, le profil de dépenses est plus accommodant que ça, où on aurait des paiements tous les semestres ou tous les trimestres. Ici, c'est en pourcentage qu'on peut définir à quel moment les différents paiements effectifs vont intervenir. Cette section finit avec 2 points principaux. Le premier, c'est la TVA collectée pendant l'achat de l'investissement
est-ce que oui ou non, on va recevoir un rapprochement de cette TVA qu'on a payé. Ensuite, on va intégrer un pourcentage de contingence, ici, en l'occurrence 5%. Voilà pour la partie ou section du CAPES. Voilà pour la partie ou section du CAPES et la contingence de 5% pour les impondérables. Comme je le disais, le tableau que j'ai présenté tout à l'heure, la structure du tableau est la même, la structure du CAPES est la même que celle qu'on aura avec l'OPES. Donc, d'abord, pour bien voir, je vais me mettre ici pour voir toutes les sections principales. Donc, nous avons fini avec les informations générales, macro et autres. Maintenant, nous sommes au niveau de la charge d'exploitation, c'est-à-dire les OPEX. Et vous constatez que pratiquement c'est la même structure qu'on avait au niveau du CAPES qu'on retrouve ici. On va renseigner ici dans la première colonne les différents OPEX à prendre en compte dans le modèle. Par exemple, les forfaits OM, les frais variables de la centrale solaire, les autres services, les assurances, etc. En colonne G, on va définir si les coûts renseignés sont liés à une valeur, à une certaine variable. En l'occurrence, dans le cas ici de ce forfait OEM en 2023, on est sur de 1500 euros par mégawatt. Donc, vous voyez ici, on est sur de 1500 euros par mégawatt. Donc, ici, la devise, ce sera les euros. Et puis ensuite, ce sera par mégawatt. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs, il y a par an, par mois. Ça, c'est les éléments fixes. Si c'est lié au chiffre d'affaires, si c'est lié à des mégawattheures, c'est lié à des mégawatts, pourcentage par an d'investissement initial, pourcentage de pic d'endettement, etc., etc. Ici, dans notre cas, c'est par mégawatt qu'on met. Et vous savez que ces éléments, on les trouve, par exemple. Donc, ces informations qu'on a ici, on peut les avoir dans les statistiques de l'IRENA. Donc, et on peut également définir différents profils d'indexation selon la ligne des charges renseignées. Ici, on peut définir si c'est lié à l'inflation sur les prix à la consommation, c'est-à-dire l'indice de prix à la consommation, l'indice de prix à la production. On choisit, on met la date de référence, la date à partir de laquelle l'indice qu'on a choisi va s'appliquer. Ici, par exemple, il n'y a rien à ce niveau. Donc, en effet, les deux colonnes I et J, la colonne I, on a une liste déroulante des différents indices de prix qui sont renseignés dans la section macro. Et ensuite, dans la colonne J, on définit une date de référence qui permet de déterminer à quel moment on estime que nos OPEX pourront être impactés par l'inflation. Ici, on a une centrale dont l'exploitation commence le 1er janvier 2023. C'est l'hypothèse qu'on a prise. Si on renseigne une date de référence au 1er janvier 2025, ça veut dire que le 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, nos OPEX vont rester fixes. Mais à partir du 1er janvier 2025, ils vont être impactés de l'indice de prix qu'on a renseigné et qu'on veut prendre en compte. C'est le premier point que je veux mentionner. Le deuxième point, c'est dans la section macro.
C'est là que vous définissez l'inflation des différents indices des prix sur la durée ou les années projetées. Ensuite, on peut définir année par année, sur chaque période d'exploitation, quel est le montant variable ou forfaitaire de ces différents postes de dépenses OPEX. Du coup, si vous voulez définir un montant fixe ou constant, vous pouvez le définir soit par mois, soit par an. Donc, ça, c'est à ce niveau-là. Par exemple, celui-là, voilà, le forfait exploitation maintenant, qui a été défini, non, pardon, qui a été défini par an. Donc, c'est fixe. Voici pour les OPEX. Une fois qu'on a fait ça, on a pu définir les recettes par période de la centrale, on a pu définir les différents coûts durant la phase de développement, ensuite durant la phase d'investissement et ensuite durant la phase d'exploitation, ce qu'on peut considérer comme des flux opérationnels du projet à un moment donné. On va donc passer sur la partie ou session financement qui est certainement la plus longue et aussi la plus importante. Donc, je ferme ici et on vient au financement. C'est ici, donc, au niveau du financement, qu'on va définir tous les aspects liés de près ou de loin au financement du projet et aux attentes des différents acteurs. Par acteur, j'entends prêteur, investisseur en capitaux propres, etc. Cette session est divisée en sous-sections. Une partie générale où on va définir le niveau d'endettement du projet. Donc, c'est ici, partie générale. Le niveau d'endettement du projet. Quel est le pourcentage de dettes par rapport au coût total du projet? Dans notre cas, c'est 80%. On va définir le type de tirage, soit du pari passu ou des capitaux propres en priorité. Donc, le type de tirage, c'est du pari passu ou des capitaux propres en priorité. On définit en fait ici quel sera le mode de déboursement des capitaux. Est-ce qu'on prendra 50% des capitaux propres et 50% des dettes ou on prendra d'abord ce qui est 50% des capitaux propres et 50% des dettes, ça c'est du pari passu, ou bien on prendra d'abord l'argent injecté par les investisseurs en capitaux propres, c'est-à-dire qu'en priorité, on finit de dépenser tout ce que les capitaux propres ont pu mobiliser avant de passer aux dettes. Une fois qu'on a défini les informations générales sur le taux d'endettement et le type de tirage au niveau du projet, on a une session ici sur tout ce qui est mécanisme de garantie et mécanisme de rehaussement des crédits. Ici. On a la possibilité de renseigner trois, soit une garantie de bonne exécution, ici, une assurance contre les risques politiques et une assurance partielle des risques PLG. Ici, on va pouvoir renseigner toutes les informations liées au coût de ces garanties et le niveau de couverture de ces produits de garantie et le niveau de couverture que ces produits de garantie vont pouvoir. On va définir qui portera le coût. Est-ce que c'est le promoteur ou est-ce que ce sera le projet? Et ensuite, on va définir les différents niveaux de couverture et les coûts de ces garanties, là en pourcentage. De la ligne 216 à 219, colonne G, en cliquant sur oui ou non, vous allez définir si vous voulez inclure de nouveaux investisseurs dans le projet. Vous pouvez inclure jusqu'à 5 investisseurs, y compris le principal dans le projet. La structure du tableau des investisseurs, ligne 222, est très similaire au tableau des CAPES.
Le tableau va permettre de renseigner le nom de l'investisseur, par exemple, le développeur IP. Hein? On va estimer que M. XYZ a également injecté de l'argent dans le projet parce que IPP1 n'a pas la capacité financière ou la liquidité pour assumer les 20% qui viendront en capitaux propres. Ici, on va définir quel est le pourcentage de ces 20% de capitaux propres détenus. Ensuite, on va définir, donc ici, quels sont les 20% des capitaux propres détenus. Le pourcentage de ces 20% des capitaux propres détenus. Donc, par exemple, dans ce cas, il détient pratiquement 100% des capitaux propres détenus. Ensuite, on va définir quel est le pourcentage de ces 20% des capitaux propres financiers. La différence essentielle réside donc dans la source. Les capitaux propres détenus sont des fonds provenant directement des actionnaires, tandis que les capitaux propres financiers peuvent inclure des sources de financement ou des instruments financiers supplémentaires en plus des contributions directes des actionnaires. Au niveau de la colonne pourcentage en prêt d'actionnaires, on définit pourcentage en prêt d'actionnaires, on définit quel sera le mode d'injection de ces capitaux propres. Un prêt d'actionnaire, deux options. Soit l'investisseur va injecter de l'argent sous forme de prêt d'actionnaire, l'investisseur va injecter de l'argent sous forme de prêt d'actionnaire, ou sous forme de capital à proprement parler. Un prêt d'actionnaire est un type de dette qu'un actionnaire accorde à une entreprise qui ne dilue généralement pas la propriété et est habituellement moins cher que le financement par action. En revanche, le capital fait référence au financement par action dans le cadre d'ici duquel les actionnaires investissent des fonds dans l'entreprise et obtiennent une participation en retour. La principale différence réside dans le fait que les prêts d'actionnaires doivent être remboursés alors que les capitaux propres représentent un apport permanent qui n'est pas remboursé de la même manière. Et donc la colonne I, pourcentage en prêts d'actionnaires, on définit quelle est la proportion qui correspond à ces prêts d'actionnaires sur la base de l'investissement que l'investisseur apporte. Ensuite, on a des informations sur les prélèvements à la source sur les dividendes. Quel est ce taux-là? Ceci permettra de déterminer quel sera effectivement le montant des dividendes auxquels l'investisseur va pouvoir s'attendre. Enfin, on définit le coût de ses capitaux propres en pourcentage. De ses capitaux propres en pourcentage. Qui correspond à quoi est-ce que l'investisseur s'attend en termes de rendement sur son projet. Sur la partie prêt actionnaire, sur la partie prêt actionnaire, on va donner les informations clés. Sur la partie prêt actionnaire, on va donner les informations clés de ces différents prêts d'actionnaires qui seront encourus dans la mise en place du projet. On va définir la durée des prêts d'actionnaires. On va définir quel sera le niveau de prélèvement à la source. Donc, on définit la durée des prêts actionnaires et puis le niveau de prélèvement à la source. De ces prêts d'actionnaires, on va définir le taux d'intérêt global, global, sachant qu'il y a deux phases, la phase construction et la phase exploitation. Je m'arrête là pour
expliquer pourquoi on fait la différence entre les deux. Intérêt, intérêt pendant la phase construction et intérêt pendant la phase exploitation. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Cependant, en attendant, ce qu'on peut dire, c'est que pendant le développement et la construction, le projet est dans une situation où il y a des dépenses à encourir et à couvrir tout simplement, mais il n'y a pas de recettes. Pendant cette phase, il faut que le projet arrive à mobiliser des financements sur la promesse qu'une fois l'exploitation commencera, on pourra rembourser les créanciers. Pendant donc l'exploitation, on a des recettes et du coup, on a la possibilité de payer les intérêts. On a la possibilité de rembourser les différents prêts et les différents créanciers qui ont injecté de l'argent dans le projet. Pour cette raison, il peut arriver que le taux d'intérêt soit, ne soit pas le même entre la phase de construction et la phase d'exploitation, simplement parce qu'il est potentiel, parce que il est potentiellement plus risqué d'investir dans un projet durant la construction que d'investir dans un projet durant la construction, comme nous l'avons vu dans la première vidéo de cette formation. Et vu que le taux d'intérêt va, dans tous les cas, refléter l'appétit pour le risque d'investir dans tel ou tel projet, il peut arriver qu'on ait des taux d'intérêt différents. C'est pourquoi ici, on a la possibilité de définir un taux d'intérêt pendant la construction et un taux d'intérêt pendant la phase d'exploitation. Le ratio de couverture indiqué ici Le ratio de couverture indiqué ici permet de sculpter la dette. J'y reviendrai. C'est un ratio minimum qui peut être défini sur ce prêt d'actionnaire et qui permet de déterminer jusqu'à quel niveau de couverture de la dette est-ce qu'on peut descendre pour rembourser le prêt d'actionnaire en question. De la même manière qu'on a 5 différents investisseurs qu'on peut renseigner en capitaux propres, on peut également renseigner On peut également renseigner 5 différents prêts d'actionnaires, étant donné qu'ils peuvent tous avoir un appétit différent pour le prêt d'actionnaire. Ensuite, on a 3 sous-sections ici. Un prêt, deuxième prêt, un troisième prêt, qui, elles, vont correspondre. Donc, si je descends, je finis ici. Voilà. Ensuite, on a 3 sous-sections ici. Un prêt, deuxième prêt, troisième prêt, qui, elles, vont correspondre aux 3 lignes de crédit potentielles qu'on peut renseigner dans le modèle. Elles ont toutes la même structure. Je vais donc vous présenter que celle du prêt. Ici, on va définir le nom du prêt, par exemple BOAD. C'est pas ici. Prêt 1. Non, le prêt H. Je suis monté. Je suis remonté. Prêt 1. Voilà. BOAD. Pardon. Ensuite, on définit le pourcentage de la dette totale à laquelle correspondent ces premières tranches, en l'occurrence 70% de la dette. La durée du prêt, la durée de grâce en mois et le mode de remboursement. La durée du prêt ici, c'est 18. Période de grâce, 18, 24 mois. Mode de remboursement, DSCR.
cible et puis le DSCR indiqué dette de premier rang, c'est 1,3. Donc, en fin de compte, on a donc le mode de remboursement classique ici. Ici, on a le mode de remboursement classique euh, linéaire où on définit un niveau de remboursement fixe chaque année qui va être agrémenté de l'intérêt. Ensuite, ça, c'est celui-ci. Ensuite, on a le mode de remboursement par une annuité. On peut donc avoir un mode de remboursement par unité avec un montant fixe chaque année qui inclut l'intérêt et le principal. Et puis enfin, il y a le mode de remboursement. Et enfin, de compte, on peut avoir la dette sculptée avec le DSCR qui lui consiste à dire qu'à chaque période, lorsqu'on sculpte la dette, on va définir un ratio de couverture de la dette minimum au-dessus duquel on peut potentiellement rembourser par anticipation notre dette. Je vais donc utiliser OK, d'accord. Sur le graphe que je vous montre maintenant, sur les années 20, 21, 23, etc., on a le service de la dette qui correspond à la portion en bleu. La partie grise correspond à tout cash supplémentaire que le projet génère au-dessus du service de la dette. Et par anticipation, mon emprunt. Donc, on arrive à déterminer de cette manière un minimum de ratio de couverture de la dette au-dessus duquel le projet ne pourra pas aller et qui nous permet de dire que chaque année, le projet sera 1,3 fois ce ratio de couverture minimum. Et tout ce qui est au-dessus peut être utilisé pour rembourser la dette par anticipation. C'est un mode de remboursement assez classique sur les projets à infrastructure et les projets d'énergie, raison pour laquelle c'est ce qui est choisi ici sur le mode de remboursement. Notez également que les banques préfèrent le mode de remboursement de la dette par le ratio de couverture du service de la dette pour les projets d'infrastructure et d'énergie, car un DSCR sain indique que le projet génère un revenu d'exploitation net suffisant pour couvrir les remboursements de la dette. Cela rassure les prêteurs sur la capacité du projet à assurer le service de la dette, réduisant ainsi leurs risques. Un DSCR plus élevé permet souvent d'obtenir de meilleures conditions de financement, comme nous l'avons vu dans la vidéo 1 de cette formation, et de renforcer la confiance dans la viabilité du projet, ce qui est essentiel pour ces secteurs à forte intensité capitalistique. Un DSR plus élevé permet souvent d'obtenir de meilleures conditions de financement, comme nous l'avons vu dans la vidéo 1 de cette formation, et de renforcer la confiance dans la viabilité du projet, ce qui est essentiel pour ce secteur à forte intensité capitalistique. Ensuite, on a une série de coûts. Pour rappel, on définit un profil de taux d'intérêt de base. Donc ici, c'était plutôt le SOFR. Donc à ce moment, ce profil de base qu'on a défini dans la partie macro sera pris en compte ici. Et
Et maintenant, on y ajoute un certain nombre de coûts qui sont là, c'est-à-dire quoi? Les frais de commission engagement, commission avance, les devises sur frais de commission, les marges, les différentes primes, les frais d'assurance, etc. Tous ces coûts vont venir s'ajouter à mon taux de base ici pour déterminer le taux d'intérêt à chaque période. Donc, on peut déterminer si oui ou non il faut mettre, hein, si oui ou non il faut mettre un compte de réserve pour le service de la dette. Si oui, combien de mois de réserve sont nécessaires pour abonder ce compte de réserve? 6 mois dans notre cas. On peut également définir sur quelle période on va calculer le taux de couverture de la dette, soit sur les 12 derniers mois, soit sur les 12 mois projetés. Certains créanciers peuvent avoir un appétit pour l'un ou l'autre. Et enfin, on peut déterminer la période de grâce, non pas sur le remboursement des prêts, qui est celle qu'on a définie plus haut, à savoir celui G283, qui est, qui est de 24 mois, ici, 282, pardon, qui est de 24 mois. Dans notre cas ici, c'est plutôt la durée de grâce est de 18 mois. Mais la période de grâce sur les conditions de prêt, les différentes clauses, par exemple, de stockage, de blocage. Donc là, c'est celui-là qui est, cette période de grâce qui est de 18 mois. Par la suite, pour les prêts 2, 3, on peut décider si oui ou non on veut les inclure. Les sections et sous-sections ont exactement la même structure que le prêt 1. Donc voilà pour la feuille hypothèse, comme je dirais, la partie financement est la plus longue. Mais on a réussi à faire le tour en 1 heure et demie. Je vais m'arrêter là. Pour la prochaine vidéo, nous irons assez rapidement sur les autres feuilles de calcul du modèle pour vous présenter à quoi elles servent et qu'est-ce que vous y retrouverez. Comme je vous l'ai dit précédemment, le modèle est fait de telle sorte que vous n'ayez à mettre à jour que les feuilles d'hypothèse. Donc, l'idée est de vous présenter rapidement ces feuilles de calcul. Ensuite, je vais revenir sur l'utilisation de la macro. C'est quelque chose de très important et je vous dois de vous expliquer à quoi ça sert. Ensuite, on va discuter du tableau de bord et les états financiers. Et enfin, on aura une petite étude de cas. À très bientôt donc pour la vidéo 4. Merci.